Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. Nous dit tout le monde bonjour, bonsoir, quel que soit côté à pétan des radios. C'est émission Former, Éduquer, Vivre, qui c'est émission Association professionnelle d'école privée. Et c'est suite rencontre nous avec Madame Martine de Bertino sous base philosophie. Alors, dans la première émission, on nous a parlé de plusieurs aspect de philosophie Madame Libertino qui dit nous que l'homme fait pour lui heureux. Il y a moyen pour le vivre heureux, il y a moyen pour le rester heureux. Que la ville, que l'histoire, l'homme dépend uniquement de sa décider fait avec lui. De pouvoir, de tout effort qu'il fait pour lui heureux, de toute persévérance qu'il mettait là-dedans. L'expliquez-nous que passer nous, histoire nous, c'est des expériences qui permettent nous améliorer la vie nous et qui permettent nous bâtir l'avenir nous. Là nous peut revivre le passé, là nous peut vivre une série de mauvais moments, ça cap conduit nous à reproduire mauvais moments ça que ce soit sous plan collectif, que ce soit sous plan individuel. Madame Libertino dit que fatalité pas exister. Détermination que nous gagnons pour nous construire la vie nous, c'est les mêmes tout qui conditionnent l'avenir nous et qui permettent de nous faire ça nous voulons. C'est nous-mêmes qui faisons l'enfer tête nous, c'est nous-mêmes qui faisons paradis nous tout. Alors, l'idée une bonne bagaille pour tout le monde qui t'attend des premières émissions hein, que nous tendez à. Mais question que je remarque, c'est que bien souvent, Madame Libertino parle nous de programmation émotionnelle. Et il dit nous que un pays, une société, un individu capable de programmation émotionnelle la Kaeli. Alors Madame Libertino, qu'est-ce que ça veut dire programmation émotionnelle chez un individu pour un pays, pour une société? Alors, on pourrait peut-être commencer par le départ, c'est-à-dire expliquer comment fonctionne un être humain, puisque ça part de l'individu, tout en sachant que le fonctionnement d'un individu va aussi être le même fonctionnement qu'une communauté, le même fonctionnement qu'un pays et qu'un peuple. Alors déjà, un individu a en lui un inconscient. Alors, qu'est-ce que l'inconscient ? L'inconscient, c'est ce qui fait partie de tout ce qui n'est pas palpable, de tout ce qu'on ne voit pas. Hein. Et dans son inconscient, il y a sa conscience, comme j'ai expliqué déjà. Il y a son subconscient. Et cette conscience, son subconscient, vont avoir des éléments qui vont lui permettre de s'exprimer, qui seront la pensée, la parole et l'imagination. Alors, il est évident que cette description que je vous fais est basée sur ma vision, sur la conception de ma philosophie, qui n'est pas forcément en désaccord avec d'autres philosophies, mais j'utilise des mots précis pour définir donc la mienne. Alors, comme je l'ai expliqué, la conscience est la part d'un être ou la part d'un pays qui va agir à travers une liberté, une ouverture, une liberté, à travers une capacité de s'aimer correctement, donc de faire de bons choix et d'atteindre des buts sereins et calmes pour le développement de sa vie. Et c'est autant valable pour un être humain que pour un groupe de personnes, que pour un pays. Pour en revenir au fonctionnement de l'homme, comme j'ai déjà expliqué, l'être humain va se trouver entre sa conscience et son subconscient, et de par son libre arbitre et de par son pouvoir, il va devoir décider, en fait, qui va s'exprimer par le biais de la parole, de la pensée, de l'imagination. Est-ce que c'est sa conscience ou est-ce que c'est son subconscient ? Nous avons parlé du subconscient, et au fond, qu'est-ce que le subconscient ? Le subconscient, c'est ce que l'homme a en lui dès sa naissance, qui correspond à ses habitudes de fonctionner dans le domaine de ses programmations émotionnelles. Alors, il faut bien faire une différence. Lorsque je parle d'émotion, je ne parle pas de sentiments. Et pourquoi je fais cette différence ? Parce que souvent, régulièrement, on me dit « Oui, mais si j'ai une émotion, ça veut dire que j'éprouve quelque chose de positif. Par exemple, si j'aime quelqu'un, si j'ai de la joie, c'est une émotion. » Et je vais dire « Oui, si vous avez de la joie,
Vous éprouvez quelque chose de positif. Mais dans ma philosophie, ce n'est pas une émotion. Et je fais une grande différence entre le sentiment qui me fait du bien, qui m'apporte du bonheur, de la plénitude, une sérénité, qui ne me met pas en dualité, et l'interprétation de ce sentiment qui va m'apporter un malaise. Alors pour en revenir à la joie, puisque c'est un exemple que nous pouvons prendre, si j'éprouve ce sentiment, ben oui, j'aurai une joie tout en étant calme, serein et tout en continuant à fonctionner dans ma vie. Si j'interprète cette notion de joie à travers mon subconscient, je serai exalté. L'exaltation étant une émotion, cette émotion va me faire souffrir parce que l'exaltation est toujours suivie de la dépression. Voilà. Donc je crois que là, c'est important de voir la différence et de bien comprendre que l'émotion n'est pas un sentiment et l'émotion est toujours négative, non pas parce qu'elle fait du mal automatiquement, parce que voilà, je vais faire du mal à quelqu'un, mais parce que l'émotion me fait du mal à moi-même et me fait souffrir. Parce que elle est un extrême, en fait, dans le rejet ou dans la capacité de vivre justement un sentiment. Quand j'admire un beau tableau, oui. Ou bien quand j'écoute une musique qui me transporte, c'est quoi? C'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de la plénitude. Mais c'est une émotion, non? C'est un sentiment. Si j'ai une émotion, j'éprouve de l'exaltation ou de la mélancolie. Ou de la tristesse. Mais ça peut exister que si par exemple j'écoute certaines musiques, ça exalte en moi des sentiments qui sont positifs. Ah non, à ce moment, il n'y a pas d'exaltation. Vous éprouvez des sentiments qui sont positifs. Alors, vous voyez à ce stade de discussion à quel point les mots ont une importance fondamentale. Voilà. Et ces mots ont une importance fondamentale dans ma philosophie. Pourquoi ? Parce que si nous voyons fonctionner l'être humain, nous allons nous rendre compte que supposons que vous soyez psychothérapeute, voilà, ou enseignant, et que vous ayez en charge une communauté. Vous devez aider les êtres humains qui sont en face de vous. À partir du moment où la personne va vous poser des questions, où elle a une difficulté dans sa vie, elle a une épreuve, elle attend de vous que vous lui donniez une réponse. Mais est-ce qu'elle va attendre de vous cette réponse avec un état d'esprit neutre qui va lui permettre d'être aidée, ou est-ce qu'elle va attendre cette réponse avec une attente venant de ses désirs, venant de ses émotions, de ses difficultés, de ses séquelles du passé, etc. La plupart du temps, elle va être en attente de ce que vous lui dites qui correspond à ce qu'elle voudrait entendre. Et souvent, ce n'est pas forcément la bonne solution, parce que ce qu'elle veut entendre, prenons le cas d'une personne qui est dépendante et qui a une relation affective destructrice, ce que son subconscient aura envie d'entendre, c'est « attendez encore un petit peu, peut-être que ça va s'arranger, etc. » Alors que peut-être elle aurait besoin d'entendre « vous ne pouvez pas, votre dignité ne peut plus accepter de vivre cette situation. » Et voilà. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que si nous faisons une véritable différence entre les mots, nous donnons aux personnes l'opportunité de ne pas interpréter ce que nous disons en fonction justement de leurs émotions. C'est pour ça qu'il est très important de donner une véritable signification à chaque mot, et c'est pour ça que je fais la différence entre un sentiment et une émotion. Alors lorsque vous me parlez évidemment de bonheur, je vous dis sentiment. Si vous l'appelez émotion, bien sûr que c'est pas négatif, mais ça nous empêche justement de faire une véritable différence entre tout ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain, qui est tellement subtil qu'il doit arriver à décomposer tout cela. Alors, vous avez dit qu'en faisant la synthèse de votre philosophie, qu'elle repose sur les valeurs fondamentales qui sont l'amour, la liberté, la rigueur, la beauté, l'idéal. Et la détermination. Et naturellement, et tout ceci repose sur la détermination. Mais vous n'avez pas parlé de la responsabilité comme valeur fondamentale. Où est-ce que vous la placez ? Alors, la responsabilité n'est pas une valeur fondamentale, c'est une conséquence d'une valeur fondamentale. Qui est ? Qui est l'amour. Pourquoi ? Parce que, définissons ce qu'est la responsabilité. La responsabilité, cela veut dire que, d'une part, j'ai une responsabilité vis-à-vis de moi, parce que j'ai un respect de moi-même et j'ai des besoins. Si je ne connais pas mes besoins fondamentaux, c'est-à-dire, par exemple, j'ai besoin de me développer dans tel domaine, j'ai besoin de développer telle situation dans ma vie, j'ai besoin de liberté, etc. Si je n'ai pas conscience de ces besoins, je ne vais pas me respecter et donc je ne vais pas m'aimer. Ça veut dire que je suis responsable déjà de prendre conscience de mes besoins. Ensuite,
je vais être responsable de prendre conscience des besoins de mon entourage, que ce soit les gens qui sont au-dessous de moi, comme ceux qui sont au-dessus de moi, que ce soit ma famille, que ce soit dans mon couple et que ce soit dans la société dans laquelle j'évolue, au sein de ma culture. Alors, ça veut dire que là aussi, je dois être claire, d'une manière tout à fait neutre, sans émotion, des besoins que je dois respecter de cette société. Et le premier besoin, évidemment, que je dois respecter, c'est aimer les autres, dans ce sens où je ne dois pas leur faire de mal. Je dois respecter ce qu'ils sont. Alors maintenant, comment développer cette responsabilité et comment ne pas tomber dans les pièges, justement, qui feront que je ne vais pas être responsable. Pour développer la responsabilité, déjà, il ne faut pas la confondre avec la culpabilité. Parce que c'est le gros problème de l'être humain, c'est que quand on lui dit « vous êtes responsable », ça veut dire « c'est de votre faute, vous avez fait du mal, je vous critique ». Donc, la première réaction qu'il va avoir, c'est une réaction d'agressivité, parce qu'il va se sentir coupable. À partir du moment où une personne me dit « tu es coupable », ou à partir du moment où une personne où sa réponse me fait penser que je pourrais être coupable, la première réaction au premier degré que je vais avoir, si je n'ai pas fait tout ce travail sur moi, je vais justifier cette culpabilité. D'autant que, par exemple, si je ne m'aime pas, je ne peux pas accepter l'idée qu'une personne puisse me critiquer parce que si elle me critique, c'est qu'elle ne m'aime pas. Donc, il faut à tout prix que j'arrive à la convaincre ou que j'arrive à me convaincre moi-même que je suis digne d'être aimée. Donc l'enjeu est très grand. À partir du moment où donc cette culpabilité prend sa place dans ma vie, ça veut dire donc que je vais devoir justifier ce que j'ai fait pour rétablir l'équilibre. Justifier, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais trouver des excuses à mes actes, et la plupart du temps, comment trouver des excuses à ces actes ? C'est en mettant la faute sur celui qui est en face de moi. C'est-à-dire que c'est de ta faute, c'est toi qui fais du mal, c'est la société, c'est le gouvernement, c'est Dieu le Père, etc. Alors, justement, pour pouvoir trouver un équilibre dans cette situation, c'est qu'il faut bien se rendre compte que nous avons confondu justement cette responsabilité qui est un des éléments de l'amour, nous l'avons confondu avec culpabilité. C'est pour ça que dans mon enseignement, la culpabilité n'existe pas. Je dis à mes élèves toujours, vous ne devez pas vous sentir coupable. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez fait une erreur, que vous prenez conscience de cette erreur, vous devez vous pardonner cette erreur. De toute façon, elle est faite, on ne peut pas revenir en arrière. Donc le but, c'est d'accepter l'idée d'avoir fait cette erreur, de se pardonner cette erreur, pas d'une manière judéo-chrétienne, de se pardonner cette erreur parce qu'elle est faite et c'est comme ça, voilà, je l'accepte, tout en prenant conscience que je ne vais plus la refaire. Mais justement, j'en accepte l'entière responsabilité, j'en assume les conséquences. Donc il y a une notion et de responsabilité et de liberté aussi, d'actes librement consentis. Mais cela ne veut pas dire que je vais refaire la même chose. Cela veut dire que je prends conscience de quelque chose que je ne dois plus refaire. Lorsque je suis dans cet état d'esprit, je ne vais plus éprouver le besoin de me cacher derrière la responsabilité de l'autre, c'est-à-dire, entre parenthèses, la culpabilité de l'autre. Je ne vais plus accuser les autres parce que, d'une part, je vais être assez neutre pour dire, effectivement, j'ai fait cette erreur, j'en assume la responsabilité. Je vais transformer cette erreur parce que je vais changer ce que j'ai fait. Et si je pense quelque chose de toi, je vais te dire ce qui ne me convient pas, mais sans te charger, en te culpabilisant, parce que c'est la seule manière pour moi de pouvoir me regarder en face. Et c'est toute la problématique, en fait, de la société. C'est que nous passons notre temps, dans la société actuelle, nous passons notre temps toujours à se cacher derrière justement la culpabilité de l'autre, ce que l'autre a fait, pourquoi et comment, à se justifier. Et la justification est une des programmations émotionnelles, je dirais, les plus difficiles au niveau de notre société, parce qu'en fait, on passe notre temps à raconter pourquoi on a fait ça et comment, au lieu de dire simplement, oui, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait, je m'excuse, je le regrette. À ton tour, peut-être, de voir ce que tu as fait, de t'excuser, de le regretter, et nous repartons sur des bases saines. Si on comprend bien votre philosophie, nous sommes les propres créateurs de notre enfer et de notre paradis. Exactement, voilà. Alors, on C'est pourrait bien peut-être... Tout à fait. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'enfer et qu'est-ce que le paradis ? Alors évidemment que c'est une grande question et pour moi l'enfer n'a rien à voir avec un petit diable qui vient nous titiller avec sa fourche. Sinon que le diable est en nous.
Sinon que le diable s'appelle notre subconscient. Ouais. Voilà, exactement. Et finalement, c'est très rationnel. Hein. C'est très rationnel et ça devrait être très rassurant. Pourquoi ? Parce que je reviens à la responsabilité. C'est que si nous avons bien compris cette notion de responsabilité, moi je dirais qu'il faut définir ça d'une autre manière que nous avons défini tout à l'heure. La responsabilité, c'est la capacité de l'homme à voir ce qu'il a fait et à voir ce qu'il peut en faire pour réussir. C'est comme ça qu'il faudrait définir la responsabilité. À partir de ce moment-là, nous allons voir qu'effectivement, l'enfer, c'est quoi en fait, hein ? L'enfer, c'est la somme de tous les subconscients qui existent dans l'humanité. Alors c'est vrai que si on se rend compte de cette espèce de, je dirais, de marmite, hein, où toutes ces émotions s'expriment de par le monde, même du point de vue énergétique, parce qu'il faut quand même considérer que ça crée une espèce d'énergie, une énergie de violence, une énergie de peur, une énergie de souffrance. Oui, on peut dire qu'on se fait vivre en enfer, c'est vrai, on peut utiliser ce mot. Voilà. Mais cet enfer est tout relatif, parce qu'à partir du moment où tous les êtres humains de la planète décident d'une manière individuelle de se libérer de leur programmation émotionnelle, puisque les techniques de travail existent, elles sont efficaces, elles marchent, à partir de ce moment-là, l'enfer va disparaître, au même titre que la mer est composée de gouttes d'eau et que l'enfer est composé de subconscients. Donc, si on supprime les gouttes d'eau, il n'y a plus de mer. Si on supprime les subconscients, il n'y a plus d'enfer. Ce qui veut dire que, en conclusion, si nous supprimons l'enfer, n'attendons pas d'aller de l'autre côté pour aller au paradis, nous y sommes déjà. Peut-on éliminer le subconscient ? Peut-on supprimer le subconscient ? Mais je dirais même que c'est conseillé, puisque justement le deuxième volet en fait de la philosophie que j'enseigne est celui-là. C'est que, comme je disais tout à l'heure, une philosophie pour moi n'est valable que si elle sert à aider l'être humain. Nous vivons dans un monde concret, nous vivons dans un monde matériel, nous vivons dans un quotidien. Et pour pouvoir justement servir l'être humain, il faut que cette philosophie ait des techniques de travail qui va l'aider en se regardant fonctionner à chaque seconde de sa vie, dans toutes les circonstances, dans sa profession, dans sa vie personnelle, dans sa vision de la société, pour pouvoir mettre en place un autre état d'esprit, un autre fonctionnement qui va justement lui permettre de changer sa vie de couple, de changer sa vie de famille et de changer son pays, de changer l'état d'esprit de sa société. Donc à partir du moment où j'ai la capacité de faire tous ces changements en moi et que, évidemment, les personnes qui sont autour de moi ont cette capacité, en réalité, je vais pouvoir créer vraiment une société sereine, une société où il fait bon vivre, ce qu'on pourrait appeler le paradis. Et nous voyons d'ailleurs, ce que je dis n'est pas une théorie, à savoir que ne serait-ce que si je regarde la vie des personnes qui travaillent avec moi, puisque chaque personne qui vient bénéficier de cette formation va, dans un premier temps, prendre conscience de ses qualités, de ses programmations émotionnelles. Ensuite, elle va mettre en place dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, dans son travail, autour d'elle, tout ce qu'elle apprend à la formation. Et à ce moment-là, on va se rendre compte qu'effectivement, elle crée un petit paradis grâce à son travail, grâce aux prises de conscience qu'elle amène dans sa famille, dans son couple, avec les gens qui l'entourent, elle va créer un petit paradis au sein de la société. Et ça, je peux le prouver parce que je le vis avec des milliers de gens qui travaillent avec moi. Donc si nous nous rendons compte que ce petit clan rejoint le petit clan donc à côté qui travaille aussi, c'est le principe de la toile d'araignée. Un jour, nous pouvons arriver à aider vraiment l'humanité. Mais ça demande un travail. Et donc une responsabilité. La guerre et le terrorisme sont des conséquences de quoi ? Justement de la souffrance. De la peur aussi. De la peur et de la souffrance, effectivement. Donc, si nous supprimons la peur et la souffrance, nous supprimons la guerre. Ce n'est pas en combattant contre la guerre que nous la supprimerons. Ce n'est pas en faisant la répression que nous la supprimerons. Donc, ce n'est pas en bombardant qu'on va supprimer. Alors bon, c'est une question très difficile actuellement, j'entends. Pourquoi ? Parce que on pourrait dire très vite, oui, il faut pas bombarder, il faut la paix, etc. Mais
Nous sommes, le problème, vous comprenez, c'est que nous sommes arrivés à un moment dans notre société où il y a beaucoup trop d'égoïsme, il y a beaucoup trop de lâcheté, il y a beaucoup trop de difficultés qui font que énormément de gens souffrent. Et les conséquences de la souffrance, c'est quoi ? C'est que ça fait naître des personnes qui, justement, qui vivent dans l'extrême, qui décident de détruire parce qu'elles ne voient pas d'autre issue. Ces personnes-là vont être manipulées par des personnes de pouvoir qui, elles, ne sont pas désespérées, mais qui veulent écraser le monde parce qu'elles n'ont pas envie, justement, que les êtres humains soient heureux. Mais le problème, c'est que nous sommes actuellement dans une société où il y a tellement d'injustices et tellement de gens qui souffrent et qui sont malheureux, que cette espèce d'égrégore fait qu'on a créé une énergie de violence, une énergie qui est tellement forte que nous avons créé en contrepartie des groupuscules de gens qui ont cette violence en eux et que rien n'arrête. Alors, pour répondre à votre question, arrivé à ce stade-là, on ne peut pas non plus les laisser agir. Voyez, voilà, si on prend le problème du djihad, est-ce qu'on peut laisser ces gens agir, couper la tête des gens comme ça parce que ça les amuse et qu'ils veulent montrer des exemples à la société? On ne peut plus. Mais ce que je regrette dans tout ça, c'est que nous sommes responsables. Voilà, nous sommes responsables de ce qui arrive. Donc que faudrait-il faire? L'éducation pour la paix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que nous devons éduquer les enfants, nous devons éduquer les adolescents, nous devons éduquer les adultes. Éduquer les enfants et les adolescents de toutes ces sociétés. Oui, voilà. Bien sûr, de toutes nos sociétés. Ça veut dire de l'Occident de ce monde islamique et tout. C'est évident. Mais comment va-t-on faire pour éduquer ces jeunes de ce monde islamique? Vous voyez, ça va beaucoup plus loin. C'est un monde impénétrable. Attendez, bon, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que j'ai parlé des 51% tout à l'heure, hein. Bon, ce qui veut dire que nous sommes tous responsables les uns des autres. Ce n'est pas parce que nous, par exemple, prenons le cas de la Suisse, hein, voilà, puisque c'est un pays de paix quand même, je veux dire, c'est un pays où il fait bon vivre. Bien sûr qu'il y a d'autres difficultés, il y a des programmations émotionnelles, il y a des gens qui ont des problèmes émotionnels, etc. Il y a des choses qui ne sont pas justes, c'est vrai. Mais bon, ça serait de la provocation que de dire que par rapport à d'autres pays, nous vivons mal en Suisse. Donc, prenons le cas de la Suisse. Bon. Vous allez prendre le cas de la Suisse lors de la deuxième partie de la deuxième émission. Oui. Nous allons observer une pause et nous allons revenir et nous rappelons à tout le monde qu'ils suivent l'émission Former, Éduquer, Vivre, qui est une émission de l'association professionnelle d'école privée, partenée par Batimat, établissement Berthon-Niveux, éditions Zemes et Loco Design. Et s'ils ont des questions, ils peuvent toujours écrire à pep@pep.fr10@gmail.com. À tout à l'heure. Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. Nous, dans la deuxième partie, deuxième émission, rencontrons avec Mme Martine Libertino qui a parlé de base philosophile. Alors, nous arrivons en phase côté, il a parlé de pays, la Suisse. Alors, justement, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que j'explique la relation de cause à effet entre ce qui se passe dans un pays où il y a beaucoup de frustration parce que les gens n'ont pas de travail, parce qu'il y a des guerres civiles, parce que les gens sont malheureux, les gens ne sont pas respectés, et un pays comme la Suisse où il semblerait que tout le monde soit heureux et que tout se passe bien. Alors, ce que j'ai expliqué, c'est que au fond, même si tout se passe bien dans un pays, il y a aussi des gens qui ont leurs préoccupations, qui ont leurs difficultés, ou même des gens qui souffrent de ce qui se passe de par le monde parce qu'ils ont du cœur et qu'ils sont généreux. Donc la première prise de conscience que nous devons faire, c'est qu'il ne suffit pas d'être généreux pour rendre le monde heureux. Il ne suffit pas d'être généreux pour apporter la paix. Parce qu'une personne qui est généreuse, qui n'ose pas se positionner, qui est lâche, et qui en même temps souffre parce qu'elle se révolte des injustices dans le monde, va créer exactement les mêmes énergies, sans le savoir, inconsciemment, hein, dans sa bonne volonté. Elle va créer les mêmes énergies qu'une personne qui veut détruire le monde ou par un groupuscule qui veut détruire la société. Donc c'est pour ça que c'est très important de se rendre compte que nous sommes tous interdépendants et nous sommes tous reliés par l'état d'esprit que nous avons, tout en sachant que l'état d'esprit d'une personne qui souffre de désespoir parce qu'elle ne supporte pas l'injustice dans le monde est une personne qui alimente le djihad et qui alimente des groupuscules de gens
qui détruisent parce que inconsciemment, elle émet le même type d'énergie. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous mettons l'un en face de l'autre 2 égrégores, un égrégore de violence et un égrégore de désespoir, voilà, qui vont se complémentariser. Voilà pourquoi je dis qu'il est absolument important que ce travail soit fait à tous les niveaux de la société pour que chaque être humain prenne conscience de ce pouvoir inconscient qu'il a, de construire le monde où qu'il soit, et que nous sommes tous responsables de l'état de la planète. Alors, si l'homme a un devoir de paix, Oui, il doit pouvoir acquérir les moyens tout à fait. pour pouvoir accomplir ce devoir. Bien sûr, bien sûr. Quels sont-ils, ces moyens? Alors déjà, les moyens, c'est d'être capable de prendre conscience de son pouvoir. Parce que c'est bien joli de dire à l'homme, vous avez les moyens. Si on ne lui donne pas les moyens d'utiliser les moyens, à ce moment-là, ça veut dire que nous allons le culpabiliser, que nous allons lui montrer ce qu'il pourrait faire, mais nous ne lui donnons pas justement les moyens de le faire. Pour moi, le seul moyen de l'homme, il n'y a pas 36 000. Hein. On tourne autour du pot depuis des années, parce que ça fait 35 ans que j'explique qu'on a les moyens, et ça fait 35 ans que je dis que les moyens que nous avons devraient être officialisés au niveau des ministères, et en particulier au niveau du ministère de l'Éducation, pour pouvoir permettre ces moyens, dès le départ, dans le développement d'un enfant, déjà dans l'enseignement des moniteurs de la petite enfance, dans la possibilité d'enseigner aux éducateurs, aux enseignants, et d'enseigner aux enfants qui commencent à être en âge de réfléchir dès l'âge de 6 ans. Ces moyens doivent être mis à disposition de la population. Si nous ne mettons pas ces moyens, nous sommes les responsables de tout ce que nous attirons et de tout ce qu'on va continuer à attirer. Alors ces moyens, quels sont-ils ? C'est justement apprendre à un enfant qu'il a la capacité d'apprendre à se connaître, il a la capacité d'apprendre à connaître ses qualités, à les répertorier, à se rendre compte de qui il est dans une société, qu'est-ce qu'il va représenter dans cette société, quelle est sa place. Il a la capacité de découvrir qu'il a un idéal, et un idéal, ce n'est pas un rêve futile qu'il va devoir mettre de côté parce qu'après il va devenir grand, il doit devenir raisonnable. Mais pour moi, la raison, c'est justement de respecter l'idéal des enfants et de se rendre compte que si un enfant a un idéal, cet idéal représente ses besoins fondamentaux, et ces besoins fondamentaux peuvent être mis en place dans la société, dans sa vie personnelle, dans son travail, etc. Ce qui va lui permettre de servir la société. Et servir la société, ce n'est pas seulement faire des études, avoir des diplômes, faire des études universitaires. C'est pas ça. C'est justement apprendre son métier d'homme déjà à partir de l'âge de 6 ans. Et petit à petit, prendre conscience, indépendamment de ce fonctionnement que j'ai au fond de moi, des séquelles que j'ai au fond de moi, si j'en ai, des programmations émotionnelles qui m'amènent à avoir un comportement particulier, déjà en classe, à la maison, avec mes camarades, dans la société. Non pas qui vont m'amener à me culpabiliser parce que je vois qu'un jour je vais être méchant, un jour je vais taper sur un camarade de classe, un jour je vais répondre. Non, je vais me rendre compte que j'ai une tendance à être agressif. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe au fond de moi qui fait que je suis agressif ? Je suis agressif parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas. J'ai l'impression qu'on m'a négligé. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Et que, par là même, je souffre. Je vais avoir des frustrations. Si l'enfant apprend à détecter tout cela au fond de lui, il va apprendre aussi à voir que son subconscient n'est qu'une machine. Et cette machine, au même titre qu'un ordinateur, puisque maintenant nous sommes à l'ère de l'ordinateur, nous savons très bien qu'un ordinateur est fait de programmes. Et que si je ne veux pas mettre un programme dans mon ordinateur ou si je veux l'enlever, il suffit simplement que je le fasse. Et le travail de l'enfant, c'est ça. C'est de découvrir, de détecter ces programmes, de pouvoir les changer, les transformer pour mettre à la place des programmes meilleurs qui le rendront heureux. Mais ce travail, c'est notre responsabilité à nous d'adultes de lui enseigner. Ce qui veut dire qu'un enfant non plus ne peut pas avoir la responsabilité, le devoir de se rendre meilleur et d'être heureux si ses parents ne participent pas et si les enseignants ne le soutiennent pas dans cette action. Ce qui veut dire qu'à tous les niveaux de la société, et d'autant plus, je dirais, au niveau de la société où, par exemple, les enfants ont des séquelles très graves, comme les orphelinats, comme les enfants de la rue, comme les enfants de domesticité. Ce sont des enfants qui sont l'avenir de demain, mais qui grandissent avec leurs séquelles. Et ce sont ces enfants-là qui vont être recrutés.
Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que j'ai eu une vie difficile et que j'ai été abandonnée par mes parents que je n'ai pas d'idéal. Et un enfant qui a un idéal et que cet idéal a été l'a mené justement à rêver à une certaine société qui est juste, parce que son idéal en général est juste, si cet enfant a une désillusion par rapport à cet idéal, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va chercher une personne qui un jour va le prendre par la main en lui disant « Mais tu sais, moi je suis ton frère, moi je suis celui qui va t'apporter la bonne parole et qui va créer pour toi un monde meilleur, un monde qui correspond à ton idéal. » Donc, mais pour construire ce monde idéal, il faut que tu détruises ton monde à toi parce que c'est pas le bon. Hein. Et cet enfant va le suivre. Plus tard, cet adolescent va le suivre parce que il va s'imaginer, de par la configuration de sa personnalité, il va s'imaginer que cette personne lui offre une bonne parole et qu'ils vont pouvoir construire ensemble un monde meilleur, alors que l'autre va utiliser son idéal pour détruire. Vous voyez à quel point il est important de permettre aux enfants de découvrir justement cette capacité de libre arbitre et de pouvoir qu'ils ont en eux, de changer le monde en se changeant eux-mêmes. Voilà. Mais nous devons mettre ces capacités à leur disposition. Et c'est pour ça que j'ai créé l'école d'éveil philosophique, c'est pour ça que j'ai créé la formation de médiateurs pour la paix, parce que nous ne pouvons pas prétendre changer le monde si nous n'offrons pas à l'être humain la capacité, justement, de se changer lui-même avec des techniques de travail, au même titre qu'on permet à un jeune qui veut faire menuisier, d'acquérir un métier, d'apprendre à utiliser ses instruments, un rabot, un marteau, etc. Et nos instruments, ce sont notre parole, c'est notre imagination, c'est notre capacité de penser que nous pouvons modeler grâce justement à notre choix d'écouter notre conscience et non notre subconscient. L'État aurait-il un rôle à jouer dans ce genre de travail ? Et bien sûr, l'État normalement devrait jouer le premier rôle. Hein. Et pourquoi il devrait jouer le premier rôle ? Parce que, comme je le disais, l'État a une responsabilité. Un homme d'État, en fait, quelle est sa responsabilité ? Sa responsabilité, c'est de se mettre au service de son pays, de le servir pour lui donner une vie meilleure. Ça veut dire que cela lui demande plus de détachement qu'une autre personne, cela lui demande plus d'intelligence qu'une autre personne, et cela lui demande un amour, enfin en tout cas, voilà, toutes les valeurs fondamentales dont on a parlé devraient être mises à disposition de l'État et d'un homme d'État. À partir du moment où cet État a pris conscience de cette réalité, elle va mettre à disposition des techniciens de ces ministères, des personnes qui sont à la tête des entreprises, etc. Elle va mettre à disposition cette acquisition. Je dirais, alors on peut utiliser le mot spirituel parce que c'est un travail de l'esprit, sans aucune connotation religieuse. Elle va mettre à la disposition de la population une formation pour pouvoir l'aider. Et je dirais même, sans parler essentiellement de l'État, je dirais aussi que nous devons parler des membres du clergé, parce que la religion a une grande importance dans les pays, par exemple, tels que le vôtre, en Afrique, la religion a une grande importance. Et je me réjouis d'ailleurs que beaucoup de personnes, de prêtres, de pasteurs, etc., ont compris cette démarche et enseignent les valeurs fondamentales à leurs paroissiens, aux enfants, etc., au sein de leur paroisse. Donc, tous les gens, en fait, qui ont une responsabilité au niveau de l'État doivent accepter qu'à un moment donné, ce n'est pas en faisant des lois que nous allons changer le monde, c'est en étant capable de se remettre en question, d'avoir de nouvelles idées, d'être créatif, que nous pouvons le faire. Voilà. Bon, moi je vois la réalité. La réalité, c'est pas tout à fait ça. La réalité, c'est que, et là je parle en connaissance de cause, hein, c'est que je travaille avec certains ministères dans le monde. Les ministères veulent toujours que j'aille travailler avec eux, mais il ne faut rien changer. Voilà. On ne peut pas demander à un précurseur de ne rien changer. Je veux dire, c'est une aberration. Puisque, je veux dire, en toute humilité, c'est vrai que j'apporte quelque chose de nouveau. Ce sont les techniques de déprogrammation des émotions de l'enfance, hein, au sein d'une formation pour les enfants, pour les adultes, etc. Ça demande une autre capacité
de fonctionner, ça demande de ne plus avoir de conventions, et ça demande aussi de comprendre que nous devons faire une différence entre la culture et la tradition. Ça aussi, c'est très important. Et j'estime qu'un État devrait expliquer ça à sa population. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est la base même des valeurs fondamentales d'un peuple, d'un pays, qui le différencie, qui montre qu'il est unique dans le monde. Par contre, les interprétations émotionnelles de cette culture vont entacher les traditions et vont faire souffrir les êtres humains. Voilà. Ben, je vous donne un exemple. Par exemple, le problème des veuves en Afrique est un problème dramatique. À savoir que dans les coutumes, lorsque un chef de famille meurt, la plupart du temps, sa veuve est mise à la porte, on lui prend tout et on lui prend ses enfants, y compris. Mais ça, c'est pas dans la culture. Ça, c'est dans la tradition. Voyez. Et le travail, normalement, d'un État serait de faire évoluer la prise de conscience des gens, de faire évoluer l'intelligence de sa population pour lui permettre, justement, de se libérer de ce poids des conventions qui font que, par exemple, on dit beaucoup aussi aux gens, vous êtes responsable, mais en réalité, ça ne veut pas dire vous êtes responsable, ça veut dire vous êtes coupable. Prenons le cas aussi de la culture africaine, et je pense qu'ici, vous devez avoir aussi ce genre de choses, c'est que dans une famille, la responsabilité, par exemple, de l'enfant, de l'enfant qui est, comment dirais-je, de celui qui est né le premier, j'aurais pu retrouver le mot, peu importe, vous avez compris, donc sera de soutenir ses frères et sœurs, sera s'il a du travail, de donner à manger à toute sa famille, etc. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas responsable. Il se sacrifie, ce n'est pas la même chose. Sa responsabilité serait de se rendre compte que oui, à titre de grand frère et de grande sœur, ou de chef de famille, il doit guider ses frères et sœurs, il doit guider donc les personnes de la famille pour que chacun se responsabilise, pour gagner sa vie, etc. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il va faire ? Et là, je parle même d'une mère de famille, d'un père de famille. S'il ne le fait pas, il va se sacrifier. Et en se sacrifiant, il va créer des frustrations, il va créer des colères. Et en même temps, il va créer chez l'autre une faculté de développer son égocentrisme, son égoïsme, et il va le rendre faible. Donc, ça crée un déséquilibre au niveau d'une société. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les traditions. Maintenant, la somme, ce que vous entendez par éducation pour la paix, si je comprends bien, c'est la somme de cette philosophie, des techniques de travail concret, de façon à mettre cette philosophie en pratique. Voilà. Et mettre cette philosophie en pratique, ça veut dire, comme je l'ai dit, c'est prendre conscience de ce que je suis. C'est-à-dire que je dois faire un travail sur moi pour découvrir comment je fonctionne. Ensuite, je dois faire un travail sur moi pour découvrir que l'humanité est composée en plusieurs personnalités, dont je fais partie. Quand moi, je peux avoir plusieurs de ces personnalités, et quand moi, je vais avoir les qualités de cette personnalité, voire des qualités potentielles que je n'ai pas encore développées correctement, et je vais avoir l'interprétation de ces qualités, c'est-à-dire les problèmes émotionnels de cette personnalité. Et c'est ce qui va faire ma dualité. Est-ce que je vais développer ces qualités pour être heureux, pour attirer des événements qui me rendent heureux, pour attirer des personnes qui me conviennent et pour construire une société meilleure? Ou est-ce que je vais interpréter ces qualités avec mes émotions? Prenons, on a parlé de l'amour, on a parlé de la dépendance, on a parlé de la responsabilité. Une responsabilité mal interprétée, c'est du sacrifice. Et à partir de ce moment-là, il est évident que la personne qui se sacrifie va attirer des égoïstes, va attirer des gens qui vont profiter d'elle. Donc elle va vivre des frustrations, des tensions, un stress qui peut aller jusqu'à la dépression nerveuse. Et nous allons baser à ce moment-là l'équilibre de notre société sur des sables mouvants qui ne peuvent pas tenir. Et voilà. Donc c'est vraiment l'affaire de chacun, et c'est l'affaire du travail de chaque individu, comme je disais tout à l'heure, qui va faire un travail au niveau de sa famille, ensuite de son cercle élargi, au niveau de sa profession, ensuite de son quartier, ensuite de sa ville et ensuite de son pays. Alors c'est un travail énorme, je ne dis pas le contraire, c'est un travail de petites fourmis, mais pour moi, il n'y en a pas d'autre possible. Travaillez-vous en ce sens en Haïti? Bien sûr, oui, et avec Vous grand pouvez bonheur. donner des exemples?
Alors l'exemple, c'est le groupe, donc, le groupe de médiateurs qui travaillent avec moi, puisqu'on m'a demandé justement de mettre cette formation en place en Haïti. Et les personnes qui travaillent avec moi ont fait au départ, pendant ce que j'appelle la formation initiale, ont fait au départ tout ce travail que je viens justement d'énumérer, à savoir une prise de conscience d'eux-mêmes, de leurs difficultés, de leurs qualités, des séquelles de leur passé, de leur programmation émotionnelle, pour être capable aujourd'hui d'avoir une vision claire de ce qu'ils veulent faire de leur vie, de s'ils veulent être heureux ou ne pas l'être. Et bon, évidemment qu'une personne qui n'a pas envie d'être heureuse ne pourra pas rester à la formation, parce que c'est le but vraiment de cette formation, c'est de découvrir le bonheur qui va nous permettre d'être assez clairs au fond de nous pour aller à la rencontre des autres et pouvoir mettre des programmes en place au sein de la société. Alors parmi ces personnes, il y a des participants qui sont des psychothérapeutes, par exemple, et qui, dans leur pratique, vont tout de suite mettre cette philosophie à la disposition de leurs patients, ou de leurs clients, je crois, comme on l'appelle ici. Et il y a d'autres personnes qui vont un petit peu plus loin, qui mettent des programmes en place avec moi. Par exemple, nous sommes en train de mettre une école d'éveil philosophique en place à Jacmel pour les enfants. Actuellement, un groupe d'adolescents bénéficie de cette formation. Nous venons de commencer. Nous sommes en train de mettre des cours d'éveil philosophique en place au sein de collèges privés aussi. Au sein d'ONG locales, un des élèves est en train de mettre un programme en place pour les enseignants. Donc là, ce sont des programmes qui existent déjà. Ils ont déjà toute leur capacité de travailler. Je veux dire, moi, je ne suis pas venue ici pour révolutionner. Je suis venue ici pour apporter un complément à ce qui existe déjà, parce que je vois chez mes élèves un amour de leur pays, une grande capacité à vouloir vraiment aider la population. Donc les programmes sont déjà là, mais nous incluons dans ces programmes déjà existants des modules de formation pour que les enseignants, par exemple, les parents, les enfants, dans des programmes donnés, puissent bénéficier de cette connaissance d'eux-mêmes pour pouvoir guider leurs enfants, pour pouvoir guider les élèves et pour que les enfants puissent se prendre en main aussi pour apprendre à se connaître et à créer un monde meilleur pour eux-mêmes. Nous travaillons aussi dans un orphelinat. Nous commençons à mettre en place un programme aussi, parce que là aussi, dans ce domaine-là, il y a d'énormes séquelles d'abandon chez les enfants. Qui, même si ces enfants apprennent un métier, même s'ils font des études, ils ne vont pas forcément s'aimer assez pour pouvoir construire une vie. Et nous avons, l'expérience m'a démontré, en Afrique où des programmes sont en place depuis plus longtemps, qu'un enfant qui fait ce travail sur lui, ou par exemple une femme violée qui a été violée, qui fait ce travail sur elle, va pouvoir bénéficier d'une formation dont elle bénéficiait déjà, par exemple dans un cours de coupe et couture, mais lorsqu'elle finira sa formation, elle ne va pas être destructrice parce qu'elle aura réglé ses problèmes émotionnels. Elle se sera pardonnée en fait d'avoir vécu toutes ces souffrances, et cela va permettre de mettre justement en exergue tout ce qu'elle a appris du point de vue concret pour pouvoir réussir sa vie. Je remarque que vous avez cité maintes fois le mot Afrique. Oui. Vous avez une longue expérience de travail là-bas? Alors, je travaille depuis 4 ans, oui, en Afrique. Et tout ce que nous sommes en train de démarrer ici, nous avons démarré cela en RDC, au Congo, donc à Kinshasa, mais nous rayonnons sur le pays, avec aussi un groupe d'élèves. Et là, nous avons mis en place une quinzaine de programmes déjà. Donc, l'expérience est là et ça marche. Quelle ressemblance vous avez établi? Vous avez trouvé des ressemblances entre RDC et Haïti? Je crois que vous êtes tous frères. C'est vrai que je suis frappée par cette ressemblance. Et d'ailleurs, je me souviens qu'au début, quand je suis arrivée ici, j'entendais « Oui, mais c'est pas la même chose. Nous sommes haïtiens. » Et je disais « Mais vraiment, je vous vois réagir exactement de la même façon qu'eux. Il y a les mêmes problématiques, etc. » Bon, bien sûr qu'il y a des différences. Je pense que la fierté du Haïtien est bien plus importante que celle du Congolais. Le Congolais a tendance à être beaucoup trop passif,
Ça, c'est une de ces programmations émotionnelles qui doit changer, hein, de vraiment prendre confiance en lui, etc. Alors qu'ici, ça serait plutôt, bon, je prends ce que tu me donnes, mais ne viens pas trop m'embêter parce que je sais ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc, c'est une petite différence, hein, venant évidemment des séquelles du passé, des souffrances, des expériences qui ont été différentes. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai réussi à convaincre mes élèves que la similitude est grande. Et d'ailleurs, j'ai montré des petites vidéos de ce que nous faisons au Congo et des élèves. Et j'ai entendu dire, c'est vrai, on se ressemble beaucoup. J'ai l'impression d'être chez moi, en quelque sorte. Ouais. Eh bien, Madame Libertino, merci de votre disponibilité. C'était donc la deuxième émission avec Madame Libertino sur les bases de sa philosophie. Nous faisons tout pour nous songer que nous avons suivi l'émission Former, Éduquer, Vivre, FEV de l'association professionnelle d'école privée APEP, qui est patronnée par Batimat, établissement Bertoni-Vieux, édition Zemest, Logo Design. Si vous avez des questions, des suggestions, des propositions, des critiques, vous êtes capable de toujours écrire dans apep.fr10@gmail.com. Merci beaucoup, à la prochaine.